Médias en scène, ça continue en cette matinée avec la dernière table ronde ici dans cet espace. Elle est animée par Vincent Giret, directeur de France Info et aussi de ce festival Médias en scène. Vincent, bienvenue. Merci à toi, merci. Et effectivement, je prends le relais pour cette table ronde sur les nouvelles censures et la liberté d'expression. Il n'y a pas de bons médias en scène sans l'équipe de Charlie. Donc je remercie infiniment Gérard et Laure d'être avec nous. C'est un plaisir de vous accueillir. Et si la question de la liberté d'expression se pose aujourd'hui, elle se pose de façon un peu paradoxale. On a l'impression à la fois que, à bien des égards, la société est beaucoup plus tolérante. Et pourtant, sur la question de la liberté d'expression, il y a aujourd'hui des crispations, des régressions et même, on le sait, du terrorisme. Il faut essayer d'en parler, d'expliquer, de raconter et puis de débattre de cette nouvelle censure qui nous tombe aussi dessus de manière assez inattendue, venue de milieux parfois qui étaient au premier rang de la défense de la liberté d'expression. Et nous allons parler pendant cette table ronde avec donc Gérard Billard, qui est rédacteur en chef de Charlie Hebdo, avec Laure Dossy, qui a rejoint Charlie Hebdo, qui est journaliste, qui a rejoint Charlie Hebdo il y a 3 ans, mais aussi avec Christian Delporte, qui publie Charlie Hebdo, la folle histoire d'un journal pas comme les autres. Bonjour Christian, merci d'être avec nous. Et puis, il y a quand même une particularité, une coïncidence qui est réjouissante aujourd'hui, c'est que à la fois c'est le jour de Médias en scène, mais c'est aussi à quelques jours près, on va dire, l'anniversaire de Charlie Hebdo et des 50 ans de Charlie Hebdo. Gérard, quand on parcourt le livre formidable que Charlie vient de publier, je ne sais pas si on peut le montrer, Charlie Hebdo, 50 ans de liberté d'expression aux éditions des Échappés, on réalise combien l'histoire de Charlie est corrélée en relation permanente avec la question de la censure et de la liberté d'expression. Oui, d'abord parce que Charlie Hebdo est né d'une censure. Est né d'une interdiction, l'interdiction à l'affichage de l'hebdo Harakiri pour sa célèbre couverture Balle tragique à Colombey, un mort. Voilà, on peut la montrer. Elle ouvre d'ailleurs le livre de Charlie, Balle tragique à Colombey, un mort. C'est donc la une de l'hebdo et c'est le 16 novembre 1970. Voilà. Et il y a quasiment 50 ans. Voilà, donc et ça passe pas. Pour la mort, ça passe pas pour la mort ça célèbre, on va dire, la mort du général de Gaulle. Et là, c'est une censure qui vient d'en haut. Là, c'est une censure, c'est une censure très classique. C'est une censure d'État qui s'appuie sur la loi de 49 de la protection de la jeunesse. C'est pas une interdiction pure, c'est une interdiction à l'affichage. Oui, le journal ne disparaît pas des kiosques. Plus ou moins quand même. Oui, quand même, parce que dès lors qu'on peut plus présenter, savoir qu'il existe, voilà, c'est une manière de limiter sa diffusion. C'est une manière de limiter sa diffusion, et d'entraver sa liberté. Voilà. Donc c'est une interdiction à l'affichage qui, à l'époque, déclenche un tollé à gauche et dans l'ensemble de la presse. Donc une semaine plus tard paraît Charlie Hebdo. Non pas à cause de Charles de Gaulle, mais tout simplement parce qu'il fallait trouver un nom à un journal et que le journal Charlie mensuel existait déjà et que ça s'appelait Charlie tout simplement parce que c'est le premier journal à publier en France Peanuts, les aventures de Charlie Brown. Donc voilà, ça s'appelait Charlie mensuel. Donc voilà, donc Charlie naît d'une censure, et quand on se penche sur les 50 ans, ces 50 ans d'existence, même s'il y a on va dire une pause involontaire de 10 ans entre 80 et 92, fin 80. C'est curieusement quand la gauche arrive au pouvoir. Quand la gauche arrive au pouvoir, voilà. Mais enfin bon, c'est lié aussi à d'autres considérations. À d'autres considérations. Coïncidence n'est pas. Mais la coïncidence, causalité. Oui, voilà. Donc il y a. On constate, quand on s'est penché sur les archives pour faire un livre anniversaire, que toute l'histoire du journal est traversée
par cette question de la liberté d'expression. Toute l'histoire de Charlie, pendant toute son histoire, Charlie a dû faire face à une volonté de museler en quelque sorte une parole libre, une parole satirique, une parole parfois violente, mais ça ne reste qu'une parole. Donc c'est et on est là aujourd'hui en 2020 à devoir faire face à une autre forme de censure qui est beaucoup plus difficile au fond à combattre, puisque c'est pas une censure institutionnelle. Aujourd'hui, la loi les lois en France et les lois d'une manière générale en Europe sont les plus permissives qu'elles ont jamais été. Pour défendre cette liberté pour d'expression. défendre la liberté d'expression. En revanche, il y a une partie de la société, pas toute la société, mais une partie de la société qui réclame non pas qui recrée des interdits, on va dire. Qui recrée des interdits, voilà. Au nom d'idées tout à fait nobles. Alors on va creuser cet aspect-là, Gérard, mais juste peut-être pour poursuivre cette dimension historique avec Christian, qui vient donc de publier cette histoire de Charlie. Il y a eu celle qu'évoquait Gérard, le début de l'histoire de Charlie et la censure qui venait d'en haut du général pour une qui a été jugée comme une offense. Et puis il y a eu ensuite, toutes les années suivantes, j'allais dire des clashs, mais aussi des procès. Dans les années 70, Cabu a eu 11 procès. Il les a tous perdus. C'est assez caractéristique. Cabu a perdu ses 11 procès. Oui, ces 11 procès, d'autant que ces procès, la plupart du temps, c'était des procès face à l'armée. Et comme il le disait, face à l'armée, on ne perd jamais. L'armée ne perd jamais un procès. Et on est dans les années 70. Ça s'est confirmé. Et d'ailleurs, c'est une grande différence avec le début. Pardon, l'armée attaquait sous quel registre? L'injure. L'injure. L'injure, c'est dans la loi de 1881. On ne peut pas injurier l'armée. Et effectivement, Cabu a été au centre de toutes ces attaques. Il faut se rappeler quand même que Charlie Hebdo était interdit dans les casernes. Ce n'était pas le seul journal, mais c'était l'un de ceux-là. Et puis l'Élysée aussi. L'un des premiers procès de Cabu, c'est en 1972, pour les aventures de Madame Pompidou, paru sous forme de feuilleton dans Charlie Hebdo et ensuite sous forme d'album. Et c'était... excusez-moi, c'était un peu faux cul, c'est-à-dire que ce n'était pas une vraie plainte de la présidence de la République, c'était une attaque, une poursuite contre X. Enfin, on savait bien qui était le X. Voilà. Et d'ailleurs, le substitut du procureur dans ce procès avait dit à Cabu, vous savez, monsieur Cabu, vous ne faites pas toujours rire l'Élysée. Et effectivement, avec les aventures de Mme Pompidou, c'était le cas. Mais donc, il les a tous perdus. Et la grande différence avec les années 90, c'est que là aussi, il a eu notamment un procès après des poursuites d'anciens combattants. Et là, pour la première fois de sa vie, on était en 1993, il gagnait son procès. Et en fait, dans les années 70, il y avait 60-70, il y avait deux thèmes de procès. Il y avait l'antimilitarisme, et puis il y avait les mœurs, où on était poursuivi, Harakiri l'a été, pour pornographie. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait de la naissance de Charlie Hebdo, en 1970, comment Raymond Marcellin a essayé de justifier l'injustifiable, c'est-à-dire l'interdiction de l'hebdo Harakiri, en essayant de montrer des dessins pornographiques. Voilà. Charlie Hebdo, parce que effectivement, l'un des tabous, c'était le sexe, et Harakiri Hebdo et Charlie Hebdo dessinaient beaucoup d'images de sexe. Eh bien, c'était là les principaux motifs. Ça a complètement changé. Bien sûr, et là, on peut se dire... C'est assez caractéristique parce que en 1970,
la société aspirait à des libertés que l'État censurait. Tout à fait. La société est en avance. Voilà. Et en 2020, on est dans la situation inverse, c'est-à-dire des pans entiers de la société aspirent à censurer des libertés que l'État protège. Voilà. C'est ça, ce Il y a un renversement. basculement. Il y a un basculement. Voilà, on était dans la censure, maintenant on risque d'être dans l'autocensure. Alors justement, c'est une très bonne transition avec vous, Laure. Vous avez rejoint l'équipe de Charlie il y a 3 ans et vous veniez vous-même, par votre engagement de journaliste, de femme, de mouvement qui militent toujours pour le féminisme, pour l'antiracisme. Et vous avez été amené en fait à travailler aussi sur ces mouvements et vous avez découvert aussi ces blocages, ces interdits et ces nouvelles censures. Racontez-nous le cheminement de votre travail qui vous a amené à travailler sur ces sujets. Oui, effectivement, j'ai toujours été et je suis toujours militante féministe et antiraciste. Et je me suis, et je fais partie de plusieurs mouvements féministes d'ailleurs, et je me suis rendu compte, j'ai pris peu à peu conscience qu'au sein de ces mouvements féministes, eh bien, il y avait paradoxalement, je dirais, une volonté de censurer au nom du bien, quelque part. On veut faire taire certaines prises de position au nom de la lutte contre les discriminations. Et donc, c'est un peu ce qu'on peut appeler aujourd'hui la cancel culture. Donc ça nous vient des États-Unis. Voilà, ça vient a priori des États-Unis. Et l'idée, c'est un peu de faire taire des opinions divergentes, plutôt que d'être confronté à des opinions divergentes, et bien de ne pas du tout accepter de les entendre. Je pense par exemple à Sylviane Agacinski, avec laquelle je ne partage pas, par exemple, une prise de position contre le mariage pour tous, contre la PMA. Je ne suis pas du tout d'accord avec elle, mais pour autant, je Vous pense que c'est pas de débat. Exactement, je pense que c'est important de l'entendre. Et il y a des dans une université. Il y a des étudiants effectivement qui avaient milité pour ne pas qu'elle vienne s'exprimer dans une université à Bordeaux. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres de cancel culture. Et voilà, c'est malheureux. Et ça, pour vous, c'est pas simplement, j'allais dire, un cas à part, voilà, anecdotique. Pour vous, c'est quelque chose qui est en train de s'enraciner aujourd'hui dans la société française, où on a cette crispation. C'est difficile parce que ou c'est contradictoire, on va dire. On est bien évidemment, on sent quand même qu'il y a un tas de sujets qui ont avancé. On parlait du combat en faveur de l'homosexualité. La société est devenue plus tolérante. La PMA, le débat public a avancé aussi. Des décisions ont été prises. Et comme si en réaction, il y avait quelque chose qui se cristallisait et qui fabriquait de l'interdit. Je ne sais pas si c'est en réaction. Oui, effectivement, c'est assez paradoxal. J'ai du mal moi-même à l'analyser, à savoir jusqu'à quel point c'est ancré dans la société, en tout cas dans une partie de la gauche. Ouais. Ça existe. Je pense aussi, pour réfléchir à ce qu'est la cancel culture et pourquoi elle existe, je pense aussi qu'il y a eu pendant très longtemps, concernant les violences faites aux femmes, une incapacité des médias, de la justice, de la police, de prendre en compte ces violences faites aux femmes. Et donc, il y a eu une espèce de volonté d'avoir une sorte de tribunal parallèle qui vienne compenser cette incapacité de prendre en compte ces violences, et donc une sorte de tribunal parallèle sur les réseaux sociaux, qui fait qu'on ne va pas prendre en compte, par exemple, le risque de diffamation, et on va vouloir détruire quelqu'un au nom de la lutte contre les violences faites aux femmes. Je pense, par exemple, récemment, il y a Éric Brion qui a publié un livre pour raconter la descente aux enfers qu'il a pu vivre. Donc Éric Brion, c'est le premier avoir été dénoncé sur avec le hashtag Balance ton porc. Alors c'est éminemment délicat parce que je ne veux pas non plus nier la souffrance de la victime. Voilà, pour autant qu'il reste une victime. Pour autant, bon, même si il a gagné en diffamation, mais on peut dire que ça reste quand même une victime, qu'elle a effectivement vécu ses propos et qu'elle a dû très mal le vivre. Mais pour autant, je pense que, par exemple, j'ai vu des féministes s'offusquer qu'Éric Brion puisse prendre la parole aujourd'hui, écrire un livre pour raconter sa descente aux enfers. Je pense qu'en tant que féministe, il faut pouvoir écouter aussi, lire son livre, ne pas dire je ne veux pas l'entendre. Il a le droit aussi d'écrire un livre, de raconter sa descente aux enfers. Et c'est un exemple quand même peut-être d'exagération, en tout cas, dans ce tribunal populaire qui peut s'expliquer, mais qui doit trouver des limites. Il faut, je pense, penser à trouver comment avoir un féminisme juste. On ne peut pas, au nom du féminisme, vouloir détruire
détruire une personne. Comment vous racontez ça dans les colonnes de Charlie? Vous faites des enquêtes? Je fais des enquêtes. J'ai fait une enquête sur la cancel culture dans le numéro de la rentrée. Voilà, bon, comme c'est un travail de journaliste classique. C'est un travail de journaliste. Vous allez sur le terrain, vous allez rencontrer des gens. Exactement. Gérard Biard, c'est intéressant parce que ces sujets-là sont apparus dans Charlie il y a combien de temps? De quelle manière? C'est pas si récent que ça, parce que c'est apparu à travers d'abord la religion. Pour revenir au procès, on constate qu'à partir de 92, c'est un autre type d'institution qui fait des procès en cascade à Charlie Hebdo. Ce sont des c'est pas des institutions d'ailleurs, ce sont des associations religieuses, notamment la Griffe, qui est une association catholique d'extrême droite. Hein. On peut le dire comme ça. On peut la qualifier comme ça. Elle a été fondée par Bernard Anthony, qui est un ancien du Front National. Donc voilà. Donc au départ, ce sont des associations religieuses catholiques qui vous attaquent. Voilà. La Griffe a fait une cascade de procès à Charlie Hebdo, les a tous perdus. Mais à continuer là, quand même. C'est plus le cas de Cabu, là. Hein. On est dans un moment où Charlie commence à gagner ses procès. On est dans autre chose. On est dans autre chose. Et là, on voit la bascule s'opérer, où effectivement la censure apparaît par d'autres biais. Et évidemment, la religion joue un rôle fondamental là-dedans. Alors, ça a d'abord été effectivement les catholiques, et puis peu à peu, à partir du milieu des années 90 et vraiment ça se durcit au début des années 2000, et évidemment à partir de l'affaire des caricatures en 2006, c'est la religion musulmane. Le thème central. Ouais. C'est le thème, voilà, c'est la principale pierre d'achoppement en fait, qui fait que on est accusé. Charlie Hebdo peu à peu est accusé d'être un journal islamophobe, donc un journal raciste. Enfin bon, on voit apparaître le terme d'islamophobie peu à peu. Depuis 10 ans. Depuis plus longtemps que ça. Voilà, on le voit apparaître. On le voit apparaître à partir de l'affaire du foulard de Creil. Il est d'abord manié par des militants associatifs, et puis peu à peu, il contamine, je dirais, d'abord le discours médiatique, le vocabulaire médiatique, et puis le vocabulaire politique. Donc ça devient au fond un mot militant qui rejoint le vocabulaire courant. C'est une stratégie classique du militantisme, mais il n'y a pas eu à quelques exceptions notables, il n'y a pas eu de réflexion justement sur l'utilisation dans les médias de ce terme. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Qui l'a instrumentalisé, qui l'a créé et qui l'a instrumentalisé. Donc on est confronté peu à peu et de plus en plus violemment évidemment à cette volonté de censure. Et là où c'est difficile pour un journal comme Charlie Hebdo, qui est un journal on va dire fondamentalement de gauche. Il y a tout le panel, il y a tout le panel de la gauche qui est représenté au sein de la rédaction de Charlie Hebdo. Ça va du rouge presque noir au rose très clair, au rose très pâle, mais ça reste un journal de gauche. C'est un journal fondamentalement de gauche. Et là, on est confronté, nos adversaires, ils sont dans une certaine gauche. Donc on les trouve chez les militants, chez certains militants antiracistes, on les trouve chez certaines militantes féministes.
ça devient beaucoup plus compliqué de faire face à ce type de censure, à ce type de volonté de censure, qui en plus est très vicieux, parce que c'est, comme le disait Laure, c'est évidemment au nom du bien. Mais la censure, elle est toujours au nom du bien. C'est toujours au nom du bien. Ce qui est frappant, c'est de constater que, au fond, le vocabulaire et les arguments utilisés pour dire Charlie Hebdo ne devrait pas dire ça, c'est toujours les mêmes. On nous accuse toujours de faire des caricatures vulgaires, de faire des caricatures pas drôles, de faire des caricatures grossières, offensantes, choquantes. Mais si la satire et si la caricature n'est pas choquante, à un moment, elle rate sa cible. C'est sa raison d'être. C'est sa raison d'être. Christian, vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais dire, à propos de la Griffe, c'était assez caractéristique. Je veux dire, les procès que la Griffe faisait à Charlie Hebdo, ce n'était pas au nom du blasphème, parce que ça, on savait que ça ne fonctionnerait pas. C'est au nom des lois antiracistes, du racisme antichrétien, ce qui n'a, là aussi, jamais abouti. Alors, qu'est-ce qui a changé entre les deux Charlie? C'est que le sexe, c'est plus tabou. L'antimilitarisme, c'est plus un sujet. Ça n'est plus puni par les tribunaux. Donc, c'est l'actualité qui change. Charlie s'adapte à l'actualité, à son temps. Et puis, il y a quelque chose qui a été fondamental, c'est l'attitude des tribunaux. Parce qu'en 1992, le tribunal de grande instance de Paris, on était au mois de janvier, a débouté une association qui faisait un procès au nom du droit à l'insolence. Et ça fait jurisprudence. Et à partir de là, il y a une nouvelle époque qui commence. Je veux dire, autant dans les années 70, Charlie perdait tous ses procès, autant dans les années 90 et suivantes, Charlie, très majoritairement, gagne tous ses procès. Le procès, puisqu'il faut quand même en dire un mot, des procès des caricatures, qui est en 2007, si je ne dis pas de... Il est en 2007, oui. 2007. J'ai revu d'ailleurs le film de Daniel Lecomte, oui. Lecomte, qui retrace, qui est vraiment un film documentaire, je trouve extrêmement intéressant. Ouais, c'est dur d'être aimé par des cons. C'est dur d'être aimé par des cons, toute cette phase de procès. Et ce qui est assez sidérant quand on le regarde avec les yeux d'aujourd'hui, c'est qu'on a le sentiment, y compris au moment des plaidoiries, que le match n'est pas gagné. Le procès va être gagné par Charlie, mais on sent que ça peut tomber dans un sens ou dans un autre. Bien sûr. Et ça, c'est déjà, je trouve, très impressionnant. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, d'ailleurs, je pense que l'époque a pas mal changé. Un certain nombre d'événements ont fait mûrir les esprits. Mais ça restait un procès très sensible. Oui, et puis c'était un procès très, très, très important, parce que d'abord, il s'est déroulé exclusivement sur le fond. Donc c'était ça qui était intéressant. C'était ça qui était très intéressant. Bien sûr. Les débats qui ont eu lieu au cours de ce procès étaient passionnants. Et c'était à la limite, c'était fondamental qu'il ait lieu. C'était fondamental que la décision du tribunal qui a été prise, où le tribunal dit clairement que Charlie Hebdo, certains dessins peuvent être choquants. Oui, bien sûr, les personnes peuvent être choquées, mais Charlie Hebdo n'a pas outrepassé son droit à la caricature et à la satire. C'est-à-dire que en quelque sorte, la décision du tribunal, comment dire, reconnaît, voilà, sacralise le droit à la satire et dit ce qu'est la satire. C'est-à-dire quelque chose qui peut choquer, oui, bien sûr. Mais, qui est même peut-être parfois fait pour choquer. Voilà, qui peut être fait pour choquer, mais qui n'est pas insultant. Parce que quand le tribunal dit que ça n'outrepasse pas, il considère qu'il n'y a pas atteinte aux personnes, il n'y a pas atteinte aux personnes, il n'y a pas injure, il n'y a pas insulte, il n'y a pas discrimination. Donc ça effectivement, ça sanctuarise quelque part le droit à la satire. Cette liberté à la satire. Et cette décision du tribunal, elle est fondamentale. Et quelque part, ce procès,
toute façon, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde en est convaincu, c'est un procès historique. Complètement. Tout à fait. Christian, dans la façon dont même Charlie a raconté ça, a suivi ça, on voit bien aussi le basculement de l'époque à ce moment-là. C'est un procès extrêmement symbolique, extrêmement spectaculaire. On a vu quand même défiler toute la classe politique française. Y compris sur fax. Ça, c'est Nicolas Sarkozy, c'est ça? C'est Nicolas Sarkozy qui a envoyé un fax. Voilà. Et donc c'était un moment de soutien à l'équipe de Charlie. C'était un moment fondamental, surtout pour faire chier Chirac. C'était un moment fondamental pour la République, pour la société. On n'a jamais eu un procès comme ça. L'enjeu, c'était reconnaissance du blasphème ou reconnaissance de la liberté d'expression. Et là, à partir de là, il n'y a plus d'hésitation. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que la plupart des associations qui avaient poursuivi Charlie n'ont pas fait appel. Non, il n'y a qu'une association, je crois, qui a fait appel et puis qui a été déboutée ensuite. Mais ce qui était très intéressant aussi, c'est dans le cours des débats, c'est que l'argumentaire des associations plaignantes, et notamment de la mosquée de Paris, c'était nous voulons être traités comme les autres religions. Il y a une discrimination il y a une discrimination de la religion musulmane. Et la plaidoirie de Richard Malka qui sortait à l'appel les unes de Charlie, les dessins de Charlie sur la religion catholique, en disant vous voulez vraiment qu'on vous traite de la même manière, vous voulez vraiment être traité de la même façon. Ça a été un moment, et ce qui était aussi très symptomatique, c'est que devant ces caricatures, devant ces dessins qui attaquaient la religion catholique, l'UOIF et les avocats de la mosquée de Paris étaient morts de rire. Ils se cachaient dans leur coude, il n'y avait pas encore le Covid, mais ils se cachaient dans leur coude pour rire, parce que évidemment eux-mêmes reconnaissaient que bien sûr que la caricature, c'est drôle. D'ailleurs, même si c'est sur un registre plus dramatique, qu'il y a eu aussi, dans le procès qui court en ce moment, des scènes un peu semblables, où des dessins présentés ont fait rire, y compris sur le banc des accusés. Bien sûr, parce que ça montre aussi autre chose. C'est que quand on accuse Charlie Hebdo d'offenser des millions de musulmans à travers le monde, faut arrêter de plaisanter. C'est faire beaucoup d'honneur à Charlie Hebdo de penser qu'il est vu, ne serait-ce que vu, je dis même pas compris, ne serait-ce que vu par des millions et des millions de gens dans le monde. En revanche, instrumentalisé certainement. Instrumentalisé, évidemment. Je voulais rajouter aussi, il y a un oubli, je crois, d'une partie de la gauche de ce qu'est la religion dans sa version fondamentaliste et intégriste. Moi, en tant que féministe, par exemple, là, je reviens d'un reportage en Pologne, et c'est une bonne piqûre de rappel pour montrer il y a un grand mouvement populaire en faveur du droit à l'avortement, qui est aujourd'hui mais pas interdit. seulement. Ça prend plus d'ampleur aujourd'hui parce que ce qu'ils veulent, c'est mettre à bas la puissance de l'Église catholique là-bas, qui a une puissance absolument incommensurable. Et c'est vraiment leur ennemi là-bas. Ils le savent encore, c'est un peu comme en France il y a quelques années, et du coup on l'a oublié malheureusement que la religion, toutes les religions dans leur version fondamentaliste, elles sont dangereuses, notamment pour les droits des femmes et pour les libertés en général. Et donc c'est vrai que c'est marquant, je ne m'attendais même pas moi-même à ce point de voir ces féministes qui nous disent mais on en a ras-le-bol de voir un archevêque qui s'exprime sur notre corps. Voilà, et là on en est à ce que il y en a qui veulent interdire l'avortement, mais en cas de viol. Et en même temps, c'est la vision, je dirais, classique de l'Église. Enfin, c'est la vision qu'a le pape aujourd'hui. Voilà, donc c'est même pas une vision intégriste, d'ailleurs. Voilà, donc je trouve que c'est... Il paraît que le pape est de gauche, alors. Oui, donc voilà, donc c'est important aussi de rappeler, je pense, parce qu'à l'époque, il y a une époque où à gauche on avait conscience de
la dangerosité, c'est un peu fort, mais en tout cas de l'aspect très nocif pour les libertés de la part des religions, de l'emprise qu'il peut y avoir de la part des religions. Et ça, aujourd'hui, on l'a complètement oublié. D'où l'incompréhension d'une partie de la gauche par rapport aux satires que l'on fait sur la religion. Parce que d'une certaine manière, ce que vous racontez à l'instant, votre reportage en Pologne auprès des femmes et des féministes polonaises aujourd'hui, dans une société qui garde une empreinte pour le coup catholique et traditionnelle extrêmement forte, j'allais dire c'est du Charlie classique. Ça dérange moins, j'allais dire, la gauche d'aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que peut-être que les sujets que vous avez évoqués tout à l'heure dans votre première intervention, que Gérard a évoqués aussi, sont aujourd'hui des sujets qui vont aller cogner sur une certaine gauche. Oui, et puis il y a aussi le fait que cette partie de la gauche qui n'a plus au fond de solution politique s'est rabattue en fait. Aujourd'hui, la gauche ne défend plus les classes populaires, c'est pas vrai. Donc, elle a trouvé comment dire un fixatif de substitution sur des populations dites musulmanes qui ont remplacé quelque part les damnés de la terre. Vous diriez que le sociétal a pris le pas sur le social, d'une certaine manière. Dans cette partie, pour cette partie de la gauche, oui, bien sûr, parce qu'elle est totalement impuissante sur le social. Elle peut toujours faire des manifs, elle peut toujours faire des grèves, elle peut toujours faire des rassemblements devant les usines qu'on ferme. Les usines ferment quand même. Donc elle n'a plus aucun moyen d'agir. Le seul domaine dans lequel elle peut se donner l'illusion d'agir, c'est le domaine sociétal. Donc elle s'est totalement emparée de ça, et du coup des populations qui n'ont absolument rien demandé sont aujourd'hui totalement infantilisées, parce qu'on ne les considère pas dans cette partie de la gauche comme des citoyens adultes et responsables, on les considère comme des enfants qu'il faut protéger. Quand je parlais des arguments, c'est la même chose. L'argument qui a été utilisé pour interdire l'hebdo-harakiri en 1970, c'était la protection de la jeunesse. Aujourd'hui, on dit c'est la protection des musulmans. Pour toute cette partie de la gauche, ce qu'ils appellent les musulmans, ce sont des enfants. Ils les voient comme des enfants. Ce qui est assez cocasse quand une partie d'entre eux se proclament des coloniaux et anticoloniaux. Il y a un côté surplombant et condescendant qui est quelque part gênant. Est-ce qu'on peut imaginer, Christian, aujourd'hui des procès, peut-être il y en a déjà mais des procès justement intentés à Charlie par des associations féministes, antiracistes, qui s'en prendraient, comme s'en sont pris autrefois d'autres autorités à Charlie ? Les associations antiracistes, c'est déjà arrivé, et elles ont d'ailleurs perdu leur procès. Les associations féministes, je ne connais pas de procès éventuel, de poursuite éventuelle. Charlie Hebdo, c'est un symbole aussi aujourd'hui, hein. Donc il faut faire attention quand on s'attaque à ce symbole. Je ne suis pas sûr que ce soit une très grande publicité pour des associations qui sont sûres de perdre leur procès, de s'attaquer à Charlie Hebdo sous cet angle-là. Donc je n'y crois pas trop. Okay. Pas forcément par des procès, mais par de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Ah, ça, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est ça qui a quand même changé toute la donne. Ce sont les réseaux sociaux, c'est Internet. Il y a une autre forme de tribunal. Voilà, parce qu'avant, faut jamais oublier quand même que Charlie Hebdo, c'est un journal. C'est un journal qui s'adresse à des lecteurs qui font la démarche d'aller acheter le journal, de s'abonner au journal, qui ont une relation très particulière, une relation de connivence entre ceux qui écrivent, ceux qui dessinent et eux. Et à Charlie, il y a toujours eu cette relation très très particulière avec le lecteur, que l'on tutoie, que l'on bouscule. Il suffit de voir comment les lecteurs ont une relation très familière, très affective avec ceux qui travaillent à Charlie Hebdo. Et puis, d'un seul coup, là, pour comprendre un dessin, vous savez, il y a un double contexte. Il y a un contexte qui est lié au temps, à l'actualité, et il y a l'autre contexte qui est celui du journal. Si on ne connaît pas le journal, si on ne connaît pas
à quelle place était ce dessin dans le journal, on n'y comprend rien. Et là, ça circule librement, sans entrave, de manière complètement démesurée, et du coup, le message est complètement transformé. Alors, ce qu'on voit aussi dans les films de Daniel Lecomte, c'est qu'il y a du débat dans l'équipe Charlie. Il y a autour de la table, en tout cas dans ces films-là, on sent que voilà, il y a plusieurs. D'abord, il y a des très fortes personnalités et ça discute, ça n'est pas toujours d'accord. Et là, vous évoquiez lors votre travail, Gérard soulignait qu'il y avait différentes sensibilités, tout en disant c'est un journal de gauche, mais ça va du rose pâle aux anarchistes pour faire court. Est-ce que les questions que vous traitez suscitent aussi débat au sein de la rédaction ? On parlait, en tout cas, oui, certainement, pas non plus de débat très important sur ces sujets-là. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire on est d'accord. En revanche, il y a eu un débat intéressant sur la PMA, et d'ailleurs, Gérard et moi n'étions pas d'accord. Mais on ne va pas refaire le débat là. Moi, j'étais évidemment pour la PMA pour toutes, et Gérard non. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait même une conférence de rédaction consacrée à ce débat. Et on a retranscrit tout le débat sur le site internet. Voilà. Donc, on avait fait la même chose également sur la question de la prostitution. Bien sûr qu'il y a des débats. Enfin, je veux dire, Charlie Hebdo, il est constitué de gens qui vivent dans la société, donc il y a des débats sociétaux à l'intérieur de la rédaction. Et puis, effectivement, comme il y a des fortes personnalités, il y a des engueulades. Mais vous savez, malheureusement, on a été contraint par les événements à plusieurs reprises d'être hébergé par un journal qui est Libération, donc de voir un petit peu aussi comment fonctionnait la rédaction d'un autre journal. Les engueulades en conférence de rédaction et les débats dans les conférences de rédaction, c'est courant. C'est le quotidien des rédactions. C'est le quotidien des rédactions. Donc malheureusement, c'est le temps. C'est le temps. On va s'accorder tous sur ce temps qui file. On va s'arrêter là. Un grand merci à vous trois. On a compris en tout cas que merci à vous. Le combat pour la liberté d'expression continuait et on est content de pouvoir en discuter avec vous et surtout on est partie prenante aussi de ces combats pour la liberté d'expression. Merci à tous. Média en scène se poursuit.